Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses ce soir et nombreux pour le lancement de cette note qui s'intitule La dépendance économique des femmes, une affaire d'État. Et cette note est aussi l'occasion du lancement de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, qui est un observatoire que la Fondation des femmes, que j'ai le grand plaisir de présider, a créé avec le Crédit municipal de Paris. Frédéric Moget, qui est ici, va nous expliquer un petit peu, nous accueillir et nous expliquer qu'est-ce qu'on fait ici. Je ne sais pas si je vais être capable de tout expliquer, mais merci beaucoup Anne-Cécile pour cette introduction. Donc je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous au sein du Crédit municipal de Paris que j'ai l'honneur de diriger. Je ne préside pas le Crédit municipal de Paris, malheureusement, je ne suis que directeur et pas président. Oui, mais tu l'as dit, en fait, on est très fiers de vous accueillir ce soir pour ce temps d'échange autour de la deuxième note de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes, observatoire qu'on a créé donc avec la Fondation il y a quelques mois. L'idée, en quelques mots, et je vais être très bref puisque l'intérêt de cet événement ce soir, c'est de pouvoir entendre les auteurs-autrices de ce rapport, Nadia Chekouri, qui est directrice adjointe de l'accompagnement budgétaire au sein du Crédit municipal, sur voilà, de quoi on parle quand on parle d'émancipation économique des femmes. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces questions au Crédit municipal de Paris? Parce que, notamment, plus de 80% de la clientèle de l'établissement, nous sommes un établissement de crédit et d'aide sociale, eh bien, ce sont des femmes. Donc ce sont des questions qui nous intéressent. L'établissement est très engagé sur ces questions d'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pour ça nous sommes très fiers d'être partenaires de la Fondation depuis 5 ans maintenant. Et cet observatoire, son idée, c'est de produire de la donnée, du contenu, des idées, d'objectiver ce que peut recouvrir ce qu'on appelle l'inégalité économique entre les hommes et les femmes. Et au-delà des slogans ou des constats, on voulait documenter tout cela. Il y a eu une première note qui est parue il y a 3 mois, 4 mois, sur le coût d'accès à la justice pour les femmes victimes de viol. Ce n'est pas un sujet simple, mais c'était important pour nous aussi de documenter, d'objectiver ce type de questions. Et là, la note que l'on vous présente, que l'on va vous présenter, elle concerne l'inégalité économique et financière au sein du couple. Et vous montrer qu'au sein du couple se nichent des dispositifs de politique publique qui parfois entraînent souvent des inégalités entre les hommes et les femmes d'un point de vue économique. Voilà. Donc je m'arrête. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Et bonne conférence, débat, échange. Voilà. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier Jeanne Mougel qui est là-bas et Floriane Volt aussi, qui ont vraiment énormément œuvré à la création de cet observatoire. Alors j'accueille Nadia Chekouri, Lucille Quillet et Lucille Peytavin, si vous voulez bien me rejoindre pour une première salve d'échange. On va s'asseoir pour être un peu plus confortable. Comme le disait Frédéric à l'instant, la deuxième note de cet observatoire, c'est sur les mécanismes des aides sociales et des impôts qui vont un peu entraver l'émancipation économique des femmes ou rajouter des difficultés, rajouter des inégalités, une situation qui est déjà assez inégalitaire. Alors, avant de rentrer dans le cœur de la note et dans ces mécanismes, Nadia Chekouri, vous êtes directrice adjointe de l'accompagnement budgétaire au Crédit municipal de Paris. Et je voudrais tout d'abord vous demander qu'est-ce que c'est le Crédit municipal de Paris et qu'est-ce que c'est l'accompagnement budgétaire? Bonsoir. Ça marche bien, vous m'entendez? Parfait. Alors, le Crédit municipal de Paris, un établissement public administratif, établissement de crédit à vocation sociale. Notre activité principale et historique, c'est évidemment le prêt sur gage. Je ne vais peut-être pas rentrer dans l'explication du mécanisme, je pense que tout le monde le connaît, mais évidemment, nous contribuons, sachant que 80% de nos clients du prêt sur gage sont des femmes, nous contribuons évidemment fortement à l'émancipation de ces femmes.
Et depuis plus récemment, depuis 15 ans maintenant, l'établissement a créé un dispositif d'accompagnement budgétaire dédié à toute personne, francilien, parisien, qui se questionne sur les sujets autour de l'argent, du budget, de la relation à la banque, qui a besoin d'être accompagné en cas de difficultés financières. Dans le cadre on propose un accompagnement budgétaire, c'est-à-dire un diagnostic de la situation financière et budgétaire de la personne, et évidemment un accompagnement dans la durée pour sortir des difficultés généralement. Il peut être individuel, il peut être aussi collectif. Nous organisons des ateliers pour parler du rapport à l'argent, se questionner sur ses pensées, ses croyances, qui peuvent être parfois non aidantes, qui peuvent être parfois inconscientes. Les émotions qui suscitent aussi peut-être des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés, des sentiments de honte parfois qui peuvent aussi arriver, notamment quand on cumule des dettes, quand on manque d'argent, quand on vit des situations, des accidents de vie parfois compliqués. Donc c'est tout ça que propose l'accompagnement budgétaire depuis 15 ans. Et pourquoi vous avez justement voulu développer cette activité d'accompagnement budgétaire? Alors l'idée en fait était partie au démarrage, la proposition d'accorder, d'aider en tout cas les Parisiens et les Franciliens qui étaient exclus du crédit classique, donc les aider à pouvoir concrétiser des projets à dimension sociale. C'était beaucoup le public que vous voyez vous ici, quoi. Exactement, c'était ce type de public que nous commencions à rencontrer à l'époque. Alors évidemment, on a adapté notre dispositif au fur et à mesure des besoins qui ont émergé au fil de l'eau. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi un besoin d'accompagner les personnes, notamment quand elles commençaient à être mal endettées, voire surendettées. Donc les aider à faire une déclaration de surendettement auprès de la Banque de France, ce n'est pas simple. D'abord, d'un point de vue émotionnel, parce qu'on est souvent dans la confusion quand les dettes s'accumulent, que les huissiers vous appellent, que les frais bancaires, les frais d'incident bancaire viennent aggraver un découvert qui se creuse. Et alors l'idée, c'était de les accompagner dans ces démarches-là. Et puis, quand bien même le dépôt de dossier a été constitué, comprendre, lire un courrier de la Banque de France, il y a eu énormément d'efforts qui a été fait sur la facilitation du langage utilisé, ce n'est pas toujours simple. Et donc on les accompagne aussi dans la mise en œuvre de la procédure. Les aider à rédiger un courrier pour expliquer aussi l'origine des difficultés. Les aider aussi quand un créancier va faire recours pendant la procédure, ça n'est pas facile aussi. On va les aider aussi à avoir les arguments nécessaires quand ils sont convoqués à l'audience, devant le juge, pour expliquer le pourquoi de la situation, les aider à calculer un budget. Ça peut paraître basique, mais tout le monde n'a pas forcément la cartographie très claire de ces situations budgétaires. Quelles sont mes ressources? Quelles sont mes charges fixes? Mes charges variables? Quel est le niveau de mon endettement? Quel est mon reste à vivre et comment je peux être prévoyant, comment je peux commencer à épargner. Tous ces fondamentaux de la banque et de l'assurance ne sont pas maîtrisés par tout le monde. Donc les difficultés financières peuvent aussi être occasionnées au-delà des événements de vie par les méconnaissances de ces fondamentaux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait donc un besoin d'accompagnement budgétaire avec une approche plus pédagogique, mais aussi on a développé du coaching plus récemment, c'est-à-dire pour aider les hommes et les femmes. Alors sur le dispositif d'accompagnement budgétaire, ce sont 65% de femmes qui viennent nous consulter. Elles viennent soit de manière spontanée parce qu'elles nous ont connus par le bouche à oreille, soit ce sont aussi nos clients du prêt sur gage que nous avons aussi à cœur de pouvoir accompagner. Mais ce sont des personnes qui nous sont prescrites par des partenaires de l'écosystème, bailleurs sociaux, banques, sociétés de crédit, structures associatives, comme la Fondation des femmes d'ailleurs en l'occurrence, et des travailleurs sociaux évidemment. Alors, dans votre propos, on entend que les personnes qui peuvent venir vous voir et qui ont besoin de cet accompagnement budgétaire peuvent en avoir besoin parce qu'il y a ces, entre guillemets, accidents de vie, parce qu'il y a des méconnaissances, oui. Mais aussi, et on en a discuté avant de préparer cette conférence, des situations qui sont autres, c'est-à-dire des situations, et c'est ça qui va nous intéresser particulièrement ce soir, au-delà des accidents de vie ou au-delà des méconnaissances, qui sont aussi des mécanismes qui vont les entraver, leur mettre des obstacles dans le fait de réussir à se redresser, dans le fait de se réussir finalement à s'émanciper économiquement. Et est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples qui vous viennent de femmes, en l'occurrence, puisque c'est à ça qu'on s'attache surtout ce soir, qui ont vu qui ont été vraiment entravées, alourdies dans leur rétablissement économique par des mécanismes de l'État? Je peux partager avec vous effectivement quelques situations ce soir. Le troisième volet qui est très important aussi, c'est la dimension comportementale qui va être
la résultante des fameuses pensées, croyances que nous pouvons avoir, mais aussi des schémas culturels, des schémas économiques de sa propre histoire. Et alors, sur les mécanismes aussi juridiques, économiques, fiscaux, on peut se questionner, notamment sur les 3 situations que je vais partager ce soir avec vous. On fait ce partage. Alors évidemment, l'idée n'est pas de tomber dans le misérabilisme. Je tiens à dire quand même que ce sont des femmes qui sont extrêmement courageuses, parce que parler d'argent, c'est compliqué en France. Quand on en a, quand on n'en a pas, mais surtout quand on a des dettes, parce qu'on porte déjà le poids de ces dettes, et avec tout ce sentiment de honte, de culpabilité, d'échec que ça peut générer aussi chez ces personnes. Donc elles sont extrêmement courageuses d'arriver et donc d'accepter de se livrer, de se dévoiler dans leur intimité, de revisiter leurs blessures, parce que ce sont souvent des blessures de trahison, des blessures d'abandon, des événements pas toujours faciles à raconter. Et donc elles nous font confiance. Donc beaucoup de gratitude ce soir pour ces femmes qui nous font confiance et qui ont ce courage de venir demander de l'aide, ce qui n'est pas donc aisé. Alors, moi, j'ai pensé partager la situation de 3 femmes. J'ai changé évidemment les prénoms. Hein, il est important de garder la dimension confidentielle. Je pense par exemple à Amal, qui nous a été d'ailleurs orientée par l'association Du Côté des Femmes de la Fondation des Femmes. Amal travaillait au centre des impôts d'ailleurs en Algérie, et puis a rencontré son mari à l'époque et a accepté de l'accompagner en France pour s'installer en France puisque son projet professionnel devait se développer ici. Elle a donc renoncé à son travail. Elle s'est totalement dévouée pendant 10 ans à son couple, à son foyer, à élever les 4 enfants qu'elle a eus avec son mari. Et puis la relation du couple a commencé à se dégrader au bout de 10 ans. Monsieur a commencé à devenir particulièrement violent et il a décidé de rentrer au pays. Elle est donc rentrée avec ses enfants et là, la situation s'est davantage dégradée puisque les violences devenaient maintenant physiques et finalement, monsieur a souhaité divorcer. Donc, ce qui importait surtout à Amel, en fait, c'était de pouvoir, de permettre à ses enfants d'avoir une scolarité normale, parce qu'au pays, ils ne pouvaient pas intégrer la mission française, puisque ça représentait un coût qui n'était pas possible d'assumer, et ils ne pouvaient pas non plus intégrer l'école algérienne, puisqu'ils ne parlaient pas l'arabe dialectal. Et donc, elle a, malgré l'opposition de son mari, réussi à revenir en France. Elle n'a pas pu accéder à l'ancien logement qu'elles avaient, mais grâce à une amie, elle a pu avoir un studio de 24 mètres carrés, qu'elle occupe actuellement avec ses 4 enfants. Elle a pu, grâce à l'association Du Côté des Femmes de la Fondation des Femmes, être accompagnée, avoir un soutien psychologique déjà, parce que évidemment les violences psychologiques, physiques qu'elle a vécues ont occasionné une fragilité émotionnelle très importante. Mais elle a pu bénéficier de ses droits, des droits APL, des droits CAF, et avec la gestion budgétaire très rigoureuse qu'elle avait, malgré les revenus très faibles, eh bien, elle a pu quand même épargner, grâce à un rattrapage de la CAF, 4 000 € sur son livret A. Alors, la Fondation des Femmes nous l'a adressé parce que, malheureusement, le Centre des impôts est venu saisir ces 4 000 € et lui réclamer 47 000 € de dettes d'impôts qui n'avaient pas été payées par monsieur. Évidemment, nous avons tenté de négocier avec le Centre des impôts pour expliquer le contexte de la situation et la nécessité de libérer Madame de cette dette. Ça n'a pas été possible. On a donc invité Madame à déposer, on l'a aidé évidemment à faire une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Banque de France. Le dossier a été jugé recevable et l'orientation était donc un effacement de la dette. Alors, la difficulté, c'est que le service de recouvrement du Trésor public n'était pas satisfait de la décision et a souhaité faire un recours. Et donc, nous allons devoir accompagner Amal pour préparer l'audience, expliquer au juge son impossibilité de pouvoir rembourser cette dette, d'autant plus qu'apparemment, monsieur est vraisemblablement aussi en France et exerce une activité dont le Centre des impôts n'a pas connaissance. Alors, au mieux, Amal aura certainement une validation de l'effacement de la dette, mais tout de même un fichage pendant 5 ans. Et un fichage, ça veut dire un fonctionnement de compte pas forcément évident dans une banque, pas de possibilité de souscrire un crédit ni de réaliser des projets, notamment accompagner ses enfants, par exemple, pour des études. Au pire, elle devra rembourser la dette que monsieur a générée. Et un deuxième exemple, on va peut-être ça limiter à 2 exemples parce qu'après on est pour qu'on puisse prendre le temps aussi de l'analyse. Alors peut-être un deuxième exemple
sur le sujet, alors on est toujours sur un sujet de dette. Je pense à Dominique, par exemple. Dominique qui est venue elle spontanément chez nous. Alors elle est cliente du Prêt sur Gage d'ailleurs, Dominique. Elle nous a connus comme ça. Elle a la chance d'avoir quand même un travail très stable, un revenu convenable. Elle est ingénieure d'ailleurs, elle a la tête bien faite. Elle s'est débrouillée toute seule pour déposer son dossier de surendettement. Mais ce qui l'a amené à nous, c'est que suite à son divorce, alors la difficulté qu'elle a rencontrée, d'abord c'est une blessure d'abandon, une blessure d'injustice aussi, parce que bon, son mari l'a quittée du jour au lendemain sans donner de nouvelles, et elle a dû se retrouver toute seule évidemment avec ses 2 enfants, dont un enfant handicapé, ce qui n'est pas évident. Et ils avaient à l'époque acheté leur résidence principale en commun. Ils étaient donc co-acquéreurs, mais co-emprunteurs. Et le crédit de la maison était remboursé jusque-là à 2. Puisqu'elle s'est retrouvée seule, eh bien, le remboursement du crédit immobilier devenait compliqué. La banque a dû évidemment mettre en jeu la caution. La caution a remboursé la banque. Et logiquement, évidemment, la caution s'est retournée contre les créanciers. Monsieur ayant disparu de la circulation, eh bien, c'est madame qui s'est retrouvée avec la dette sur le dos, puisque l'appartement a été mis en vente forcée. Mais le fruit de la vente n'a pas permis de désintéresser totalement l'organisme de caution. Donc, Dominique s'est retrouvée avec une dette de 142 000 € à devoir rembourser toute seule. Elle a évidemment pris un avocat, ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires pour tenter de négocier avec le créancier, mais néanmoins, le dépôt de dossier de surendettement qu'elle a fait l'a amenée en tout cas, à devoir payer la dette sur un plan de remboursement relativement long, qu'elle a du mal à tenir, puisque bien qu'elle gagne 3 800 € par mois, 2 200 € de remboursement de dette pour un appartement qu'elle n'a plus, c'est très lourd à porter, sachant qu'elle a pu se reloger grâce à son employeur et qu'il y a tout ce qui concerne les enfants, les frais de cantine, etc., voilà, qu'il faut assumer. Donc elle continue de se battre, Dominique, avec son avocat. Et puis, quand elle est venue, d'ailleurs, ce qui m'avait marqué, c'est que elle était dans l'émotion, elle l'est toujours, mais ce qui m'avait marqué, c'était sa phrase, c'est « aidez-moi à tenir ». Aidez-moi à tenir. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous. Ce sujet de la conjugalisation, la conjugalisation des dettes, c'est donc ce que vous avez toutes les deux, donc Lucille Peytavin et Lucille Quillet. Donc Lucille Peytavin qui est historienne, Lucille Quillet qui est journaliste, et ensemble donc on travaille donc au sein de l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes pour fournir ces notes d'analyse que vous avez, donc celle d'aujourd'hui qu'on lance ce soir. Qu'est-ce que vous inspire ces mécanismes-là de conjugalisation? Je ne sais pas, l'une ou l'autre. Lucille Peytavin, peut-être? Alors, merci. Alors, c'est directement en lien avec notre note, la solidarité conjugale. Alors, je pense qu'on peut-être justement rentrer dans le cœur du sujet de notre note, de nos recherches, puisque finalement, ces questions, on les a inscrites dans l'actualité et ce qui s'est passé avec l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, qui a été déconjugalisée. Et cette déconjugalisation donc, sera effective au 1er octobre 2023. Et pourquoi c'était important? Parce que jusque-là, des personnes en situation de handicap n'avaient pas droit à cette aide lorsqu'elles étaient mariées ou pacsées avec un conjoint qui gagnait trop d'argent. Et donc, du coup, ces personnes se retrouvaient dans des situations de dépendance. Et lorsque finalement cette déconjugalisation a été discutée, ça a fait consensus, puisqu'on est d'accord, on était face à une situation d'injustice. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres aides qui reposent sur ce système. Et aujourd'hui, on veut que le débat soit ouvert. On veut continuer à parler de ces questions de solidarité qui peuvent amener à des situations de précarité. Et également, on a posé la question de la fiscalité, qui, elle aussi, repose sur cette même notion. Et ce qu'on a constaté dans notre note, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une situation qui est assez ubuesque. C'est que d'un côté, l'État fait un cadeau fiscal aux hommes au détriment des femmes, on va y revenir, et par ailleurs fait des économies sur les aides sociales qui ne versent pas aux personnes qui en auraient besoin, mais qui sont en couple et donc pour lesquelles le conjoint gagne trop d'argent.
On va y revenir aussi. Et finalement, effectivement, je pense qu'il ne faut pas considérer, et les exemples qu'on a le prouvent, le couple comme un espace neutre où la solidarité irait de soi, parce qu'on sait bien que c'est un espace où les inégalités sont très importantes, s'ancrent de façon très importante pour les femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 75% des couples, les femmes gagnent moins que leur conjoint. Et en moyenne, la différence de revenus dans un couple est de 42%. Donc, en raison notamment du partage extrêmement inégal des charges parentales. Et donc, voilà, l'émancipation économique des femmes, et notamment au sein des couples, est plus que jamais un enjeu. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Ces situations de dépendance qui peuvent effectivement exposer les femmes à des inégalités très importantes, à la précarité. Et merci aussi pour ces exemples, parce que c'est en lien. On peut penser à toutes ces femmes qui vivent dans les couples où il y a des violences conjugales, et on connaît ce continuum des violences physiques, psychologiques et économiques qui se nourrissent les unes entre elles. Donc aujourd'hui, voilà, notre souhait avec la note, c'était de mettre en lumière ces calculs, ces règles qui concernent les aides sociales, la fiscalité, interroger sur les limites donc, de cette conjugalisation, voilà, pour favoriser l'émancipation économique des femmes. Alors je vais peut-être laisser la parole à Lucille, qui va nous parler plus précisément justement de la distribution des aides. Alors le micro marche, oui. En effet, les exemples dont vous avez parlé illustrent en fait que l'État français part du principe que dans un couple, on est solidaire, on met tout en commun et on est loyal vis-à-vis de l'autre financièrement, y compris dans les dettes. Alors nous, c'est vrai qu'on n'aborde pas les dettes particulièrement dans la note, mais plutôt la façon dont, en fait, cette façon de regarder à chaque fois les ressources du foyer au moment d'attribuer des aides ou de calculer de l'impôt va léser les femmes. Donc il y a deux parties dans le rapport. D'abord les prestations et aides sociales qui sont conditionnées du coup au revenu du conjoint. Donc quand on sait, comme tu l'as dit, que dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne le plus et qu'en moyenne, il y a 42% d'écart de revenus au sein des couples, on peut facilement supposer que c'est donc les femmes qui vont être surtout lésées par ça. Parce qu'au moment de distribuer des prestations individuelles comme le RSA, la prime d'activité ou l'aide personnalisée au logement, les APL, vous allez voir vos aides potentiellement diminuer parce que votre conjoint gagne trop. Et donc, on suppose qu'il va pouvoir un peu plus vous prendre en charge. C'est aussi le cas, notamment pour les pensions de réversion du secteur privé, mais bon, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail. Si vous vous remettez en couple, vous avez plus forcément le droit à cette pension de réversion parce que votre conjoint gagne trop d'argent. Il y a aussi des aides et des prestations sociales qui ne vous sont plus du tout attribuées à partir du moment où vous vous remettez simplement en couple, quel que soit le revenu de votre conjoint. Donc là, c'est notamment les pensions de réversion de la fonction publique, ce qui est quelque chose d'assez choquant parce qu'il y a beaucoup de professions de la fonction publique où les conjoints, majoritairement les conjointes, s'adaptent, suivent les mutations, s'occupent des enfants. Je pense notamment aux femmes de diplomates ou aux femmes de militaires qui vont suivre les parcours. Donc ces hommes n'auraient jamais les carrières qu'ils ont sans le travail gratuit de leur conjointe. Pour autant, cette pension de réversion qui pourrait être une forme de reconnaissance, qui pourrait dire tout l'investissement, tous les sacrifices professionnels qu'a pu faire la conjointe pour la carrière de monsieur est redistribué via la pension de réversion. Et en fait, non, si vous vous remettez en couple, tout simplement, ça commence au concubinage. Vous n'avez plus le droit à cette pension de réversion. Donc là, ça soulève aussi beaucoup de questions. Et nous, on s'est demandé tout au long de l'élaboration de cette note à quel point, en fait, on était dans une vision très patriarcale du couple et de la famille, très surannée. Parce qu'aujourd'hui, les gens font couple aussi différemment. Ils ne se marient pas toujours, ou ils se marient en séparation de biens. Ah, le micro ne marche pas. Où on se marie en séparation de biens, où on fait parfois des budgets à 50-50, malgré les écarts de revenus qu'on a au sein des couples. Donc en fait, le couple est un lieu encore d'inégalité durable et d'inégalité même qui se renforce. Et ça, on cite dans la note le travail de sociologues qui montre que les écarts de patrimoine entre femmes et hommes augmentent
notamment parce que dans les couples, on est beaucoup plus dans l'individualisation. C'est fou de se dire qu'en fait, nos grands-mères ou arrière-grand-mères qui étaient femmes au foyer, c'est pas quelque chose de désirable parce qu'elles n'avaient pas forcément le choix, mais étaient mieux protégées parce que mariées, parce qu'en communauté de biens et parce que beaucoup moins de séparation qu'aujourd'hui des femmes de plus jeune génération qui ne se marient pas ou qui n'auront aucun droit, parce que les pensions de réversion aujourd'hui, ce n'est conditionné au fait d'être mariées, et qui n'auront aucune reconnaissance alors qu'elles font quand même un surplus de tâches domestiques, de travail parental, qu'elles adaptent leur carrière, qu'elles gagnent encore 42% de moins que leur conjoint en moyenne. Voilà, donc sur les prestations, en fait, on suppose toujours de la solidarité alors que voilà, ça peut créer des économies. Là où, en fait, au nom de cette même solidarité conjugale, on va faire un cadeau fiscal à ces messieurs via l'imposition commune, parce que justement, ils prennent un peu en charge leur conjointe. Donc, au lieu de donner l'argent directement aux femmes aux plus nécessiteuses, on va récompenser monsieur là où madame est placée dans un système de redevabilité. Monsieur, en fait, d'entretenir madame, mais qui est dans cette position d'être entretenue parce qu'elle ne bénéficie pas de ces aides dont elle aurait le droit de bénéficier par ailleurs. On crée de la redevabilité au sein des couples parce que vu que j'amène moins de revenus au sein du couple, la carrière de monsieur prime, où on va me dire tu passes à temps partiel, tu vas chercher les enfants, tu vas faire la vaisselle, tu fais le repassage et tu fais le repassage, c'est ta manière de contribuer, parce que tu me dois bien ça. Donc là, on n'est pas. C'est là où encore ce stéréotype très sexiste de dire que les femmes sont entretenues est terrible et très injuste. Et moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est plutôt le travail des femmes qui entretient les hommes et la société. On peut aussi se dire que si les femmes n'étaient pas autant à temps partiel et prenaient en charge les enfants alors qu'on a un manque de places en crèche et un manque de mode de garde incroyable, en fait, c'est comme des salariés invisibles de l'État, sauf qu'elles ne touchent pas cet argent, elles ne le touchent pas en leur nom propre, alors que l'imposition commune crée un avantage fiscal aux hommes. Et là, je te passe, voilà. On va passer aux impôts. Alors, et comment ça se passe du côté des impôts? Oui, effectivement, il y a un avantage fiscal, un cadeau fiscal qui est fait aux hommes au détriment des femmes et au détriment de la société, et une surtaxation finalement des revenus des femmes. Donc, c'est vraiment double peine. Alors aujourd'hui, on est donc dans un système fiscal qui est familialiste depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le taux d'imposition pour les personnes mariées, pacsées en couple est calculé à partir de la mise en commun des revenus. Et donc à partir de là, il y a un taux personnalisé qui s'applique pour chaque membre du couple qui est identique. Et par un système de parts. Alors là, c'est peut-être un peu technique, mais vous allez voir que dans la note, on a donné un exemple où on détaille pas à pas la méthode de calcul, où tout est très bien expliqué, tout le langage, le vocabulaire, etc. Et ce système de parts va faire que finalement, l'impôt de celui qui gagne le plus va baisser, donc souvent monsieur, et l'impôt de celle qui gagne le moins va augmenter. Donc dans l'immense majorité des cas, les femmes. Donc finalement, les femmes mariées ou pacsées payent plus d'impôts que si elles étaient célibataires. Alors bien sûr, cela peut varier d'un couple à l'autre selon les revenus, et cela est particulièrement vrai, ce déséquilibre dans les couples qui ont des écarts de revenus très importants, mais en tout cas les femmes y perdent. Là, il y a des études de l'INSEE qui le démontrent et qui expliquent que le taux d'imposition des hommes sous le régime de la conjugalité baisse de 13 points en moyenne grâce aux revenus plus bas de leur conjointe, tandis que celui des femmes augmente de 6 points si on compare à ce qu'elles auraient payé en étant célibataires. Donc, on est dans un système qui encourage les femmes, parce que c'était le but à l'époque, à rester à la maison, à faire des enfants et à ne pas travailler. Parce que si elles travaillaient, elles augmenteraient les revenus du foyer et donc, potentiellement, et même j'ai envie de dire inévitablement, augmenteraient l'imposition du foyer. Donc, finalement, c'est un système qui maintient les écarts de salaire et d'emploi entre les hommes et les femmes. Qui les maintient et les récompense, en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas que les femmes qui sont lésées, puisque l'État aussi
hein. Parce que quand on dit cadeau fiscal, eh bien, c'est moins d'argent pour toutes et tous, pour l'État. Et là, les études estiment, selon les méthodes de calcul, 11 milliards d'euros, entre 11 milliards et 27 milliards d'euros, donc ce cadeau fiscal qui est fait. Et cela parce que 60% des couples pacsés ou mariés ont un impôt qui est inférieur à celui qu'ils paieraient s'ils étaient séparés, enfin, voilà, avec une imposition séparée. Il existe toutefois une possibilité aujourd'hui qui est l'individualisation de l'impôt, le taux individualisé. Parce que jusque-là, on a parlé du taux personnalisé qui est appliqué par défaut, mais il est possible de se voir appliquer un taux individualisé. C'est là qu'il faut bien écouter et prendre des notes. Alors, mesdames, vous ouvrez votre ordinateur, vous allez sur impôt.gouv.fr et dans votre espace, comment on peut dire dans votre espace, vous pouvez prendre l'option donc du taux individualisé. Alors, c'est-à-dire que le montant à payer pour le couple sera toujours calculé en fonction d'une mise en commun des revenus. Par contre, le taux d'imposition de chaque membre du couple sera calculé en fonction de ses propres revenus, de ce qu'il aura apporté au pot commun. Donc effectivement, là, on est dans un cas voilà, plus juste, en tout cas. Mais la question quand même que l'on pose ce soir et qu'on tient à poser, c'est voilà, on se demande si aussi les femmes sont toujours libres de pouvoir choisir cette option, leur imposition, quand on sait que de cela va découler une augmentation ou une baisse de l'imposition de leur conjoint. Et la proposition qu'on pourrait imaginer et que nous faisons, c'est d'appliquer par défaut ce taux individualisé plutôt que le taux personnalisé. Voilà, et je finirai en disant que d'ailleurs, nous sommes un des derniers pays d'Europe, en tout cas dans beaucoup de pays européens, eh bien, l'imposition séparée est déjà en place en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, etc. etc., etc. Voilà, donc effectivement, nous sommes une exception européenne. Ben, merci beaucoup, mesdames. Je vais maintenant vous demander de laisser la place à Anna et alors, hop, ça que je me le nom de famille, pardon. Hop, 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 hop. Anna Matteoli, pardon, je suis vraiment désolée. Anna, comment c'est dit Anna enfin voilà, vraiment désolée. Et donc Marie-Pierre Exin, vous aurez l'occasion de poser des questions si vous voulez, juste après ce deuxième temps d'échange avec les autrices de la note et avec Nadia aussi du CMP. Donc bonjour mesdames. Donc Marie-Pierre Exin, vous êtes députée. Anna Matteoli, vous êtes directrice du CIDFF du Bas-Rhin, donc du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Et je vais vous inviter un peu à réagir à ce qu'on vient d'entendre. Donc déjà peut-être Anna, le Centre d'information des droits des femmes et des familles a des actions qui sont auprès des femmes que vous allez nous expliquer. Et une démarche qui est vraiment une démarche féministe, donc pour une association pour laquelle l'émancipation et l'autonomie des femmes, c'est un vrai combat important et un combat politique important. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur le CIDFF ? Oui, merci beaucoup Anne-Cécile pour cette invitation et je vais essayer de faire attention. On m'a dit qu'il ne fallait pas toucher ici, mais vous verrez, je fais beaucoup de mouvements, donc je m'excuse déjà pour les larcènes. Alors je vais faire une petite présentation rapide du CIDF pour voir un petit peu dans quel contexte on a et puis après une réaction par rapport à ce qui a été dit. Donc effectivement, ce soir, je représente la Fédération nationale, mais au titre du CIDF du Bas-Rhin. Donc cette fédération nationale comprend 98 CIDF qui sont présents sur l'ensemble de la France, et donc ça fait 2300 permanences pour le public. Nos objectifs, c'est informer les femmes sur leurs droits dans une approche globale, favoriser l'autonomie des femmes
faire évoluer la place des femmes dans la société et contribuer à développer l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc normalement, on voit pourquoi on a été invité ce soir, normalement. C'est une association qui est féministe et toutes nos actions sont réalisées dans cette dimension-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a conscience que notre société est structurellement inégalitaire, et ce n'est pas un scoop, en défaveur des femmes. Et il faut qu'on le prenne en compte dans nos accompagnements. Nos accompagnements, très rapidement, c'est de l'accès aux droits, de l'insertion professionnelle, du soutien aux victimes de violences, aux femmes en situation de prostitution, beaucoup d'interventions scolaires aussi et de formation des professionnels. Pour mener à bien ces actions, au CEDEF, on est 28, mais ce n'est pas le chiffre qui est important ce soir, parce que chaque CEDF a un nombre différent de salariés, mais ce qui est important, c'est que pour nos salariés, pour qu'il y ait une pleine conscience des enjeux, il y a des formations un petit peu obligatoires, comme sur les violences sexuelles et sexistes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la conciliation des temps de vie, et aussi les danses, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a l'illusion de l'égalité, et pour se rappeler que non, on n'est pas dans une société égalitaire et qu'il faut le prendre en compte, c'est toujours bien d'être sensibilisé et formé, et je pense que cette note nous le rappelle de manière assez frontale. J'avais d'autres choses, mais pour essayer de rester donc, dans le... Par rapport à votre... Parce que je sais que c'est vraiment au cœur de votre action, cette idée d'autonomie des femmes, d'indépendance, de pouvoir d'agir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. C'est vrai que par rapport à ce qui a été dit, ça me semble important de présenter notre accompagnement féministe, qui est de travailler à l'émancipation des femmes. Donc... aujourd'hui, notre société, quand elle parle d'autonomie, elle va viser en premier l'autonomie économique. Dans notre travail, on va également travailler sur l'autonomie administrative des femmes et l'autonomie psychologique pour aller très rapidement la sortie de l'emprise dans certaines situations. Notre travail, c'est de travailler donc à l'autonomie des femmes en tant que capacité à se constituer et à agir en tant qu'individu et en tant que personne distincte de l'entité du couple. Ce qui est un peu difficile puisqu'on voit que les politiques publiques nous rappellent qu'une femme n'a d'existence que dans le couple. Donc voilà, c'est aussi, ça montre aussi la difficulté, j'essaie de couper, ça montre aussi la difficulté de quelquefois notre travail en tant qu'association féministe, puisqu'on a un idéal féministe, c'est l'émancipation des femmes, encore plus fort que l'autonomie. L'émancipation, ça déconnecte de l'autonomie économique. Mais des limites nous sont imposées, celles qui ont été précisées dans la note, et des situations au quotidien viennent nous confronter à ces limites. Nous avons l'ambition féministe d'un changement social, cependant nous savons que notre travail social consiste en une aide individualisée qui prend corps dans un contexte dans lequel notre marge de manœuvre est quand même très faible. Notre travail, c'est travail, il faudrait que je trouve un autre mot. Notre mission, non, ça fait un peu trop. C'est notre mission, voilà, ça évite la répétition. Donc, c'est travailler à l'autonomie des femmes. Et je dirais que c'est un combat ou une difficulté, puisque, comme je disais tout à l'heure, les femmes ne sont appréhendées qu'en rapport aux hommes. Vous l'avez dit, je cite toujours ce rapport magnifique quand même, déprimant mais magnifique, que les règles et les calculs qui sont réalisés par l'État s'appuient sur ce principe de la solidarité conjugale ainsi que sur une vision patriarcale de la famille. Donc le code Napoléon n'est pas vraiment très loin, donc tout le monde connaît Napoléon. Il était connu pour une vision, on va dire, dégradée des femmes, et il disait « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants, elle est sa propriété comme l'arbre fruitier est celle du jardinier ». Donc la conséquence en était, dans les règles juridiques, que le mari doit protection à sa femme et en retour, la femme doit obéissance à son mari. Alors, c'était pour le bien de la femme. C'est parce qu'on considérait qu'elle était faible psychologiquement et physiquement, donc elle avait besoin de quelqu'un qui devait la protéger. Et je pense que ça paraît là de manière un peu caricaturale, mais si on examine les règles qui sont mises en place, les règles fiscales et les aides
les allocations, finalement, on retrouve un peu la même chose. Cette femme n'a plus besoin d'aide puisqu'il y a quelqu'un qui la protège. C'est l'homme, et donc c'est ce que nous disait Napoléon. Pourquoi finalement en 2023 on est toujours dans ces situations-là totalement inégalitaires, contraires à un objectif féministe? Je pense que c'est parce qu'il y a deux stéréotypes qui guident la perception qu'on a des femmes. Le premier, on l'a déjà dit, c'est qu'elle doit être protégée, et elle est protégée par son conjoint, son concubin ou son partenaire. Et deuxième stéréotype qui vient compliquer les choses, c'est que le travail des femmes est anecdotique. Elles ont une plus grande mission, les femmes. C'est de s'occuper, enfin de faire et de se... Comment ? De procréer. Et après, bien sûr, il ne faut pas oublier de s'occuper des enfants. Et donc, avant de peut-être revenir sur ces stéréotypes, je voulais citer des exemples, mais peut-être que... Oui, bah alors justement, si vous pouvez nous donner... donc merci beaucoup déjà pour cet éclairage qui nous permet d'ajouter aussi des éléments d'analyse à cette note. Est-ce que aussi les éléments qui ont été exposés plus tôt ont fait écho à des situations que vous avez pu croiser, peut-être un ou deux? On n'a pas forcément le temps de faire beaucoup d'exemples, mais peut-être un ou deux exemples. Oui, alors je vais choisir 2 exemples ou 2 exemples et demi. Non, je vais essayer d'être rapide. Il y en a, en fait, effectivement, j'ai essayé de voir un petit peu dans la pratique du CIDF du Bas-Rhin. J'ai interrogé mes collègues par rapport à cette question de la dépendance. Donc, c'est un peu le reflet de leur travail au quotidien. Le premier, je pense qu'il a été un tout petit peu évoqué, c'est la dépendance administrative par rapport au titre de séjour. Donc ici, c'est la situation d'une femme qui est rencontrée par une conseillère en insertion socio-professionnelle qui est en situation irrégulière. Donc elle va être régularisée. Pendant ce temps, elle va travailler le projet professionnel et également faire du bénévolat. Parce qu'on ne peut pas travailler en situation irrégulière, mais on peut faire du bénévolat. Donc dès l'obtention de son titre de séjour, elle travaille immédiatement dans le nettoyage. Là aussi, on pourrait développer. Et ensuite, elle décide de faire une formation en alternance dans le métier qu'elle souhaite, l'aide à la personne. Et donc voilà, il y a un parcours qui n'est pas linéaire, mais qui avance. Et elle revient voir la conseillère en insertion socio-professionnelle en disant qu'elle est victime de violences psychologiques. Son compagnon la menace régulièrement de, entre guillemets, la renvoyer dans son pays. Donc elle souhaite se séparer, mais craint de se retrouver à nouveau en situation irrégulière. Donc elle a peur de devoir tout quitter, son enfant né en France, ses amis, son poste en alternance. Donc c'est une situation inextricable parce qu'effectivement, dans notre contexte actuel, le titre de séjour des femmes est lié à la vie commune avec un homme qui peut être violent. Et donc on voit bien cette dépendance administrative. Par rapport à, peut-être donner un autre exemple, c'est une assistante maternelle qui garde les enfants au domicile conjugal parce que au début, ils ont décidé ensemble, on pourrait discuter, qu'elle reste à la maison pour le bien des enfants, lui va travailler, etc. Et puis en plus, si elle allait travailler, le salaire servirait à payer la garde des enfants, donc ça ne vaut pas le coup. Et donc, voilà, elle garde les enfants à domicile en tant qu'assistante maternelle. Et puis, à un moment, monsieur décide de divorcer et elle ne peut pas garder la maison. Et donc, pour elle, c'est la perte de son emploi puisque l'agrément est lié au domicile conjugal. Donc là aussi, on voit bien comment, finalement, la dépendance institutionnelle, mais aussi la dépendance de fait par rapport à un conjoint, fait que cette personne se retrouve sans ressources. Voilà. Et peut-être très rapidement par rapport à la question des violences conjugales, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque certes, il peut y avoir l'éviction du conjoint violent quand elle est prononcée, mais si madame reste au domicile, et vous en avez parlé tout à l'heure, il y a un crédit, monsieur ne va plus payer le crédit puisqu'il est vraiment très fâché, donc madame se retrouve coincée puisque la banque va venir réclamer les mensualités auprès d'elle, et donc ça ne peut pas comment dire, bien se passer, et donc elle va venir au crédit municipal.
Et puis aussi, une autre situation, c'est que souvent, monsieur est le pourvoyeur des ressources. Donc si madame s'en va, il ne va pas contribuer et elle risque de revenir puisqu'elle ne s'en sort pas financièrement. Merci beaucoup, Anna, pour toutes ces situations. Est-ce que vraiment une minute, j'avais quelque chose sur les assises? Non, c'est pas possible. Peut-être après, avec les questions, il va y avoir. Si on a le temps, il y aura des questions et vous pourrez poser la question. Et les assistantes Nadia maternelles. aussi avait une autre situation à nous exposer. Je pense qu'on aura le temps avec les questions et ce serait intéressant de voir ce que l'assistance, le public aussi a à dire là-dessus. Donc Marie-Pierre Rixain, vous êtes députée, anciennement présidente de la délégation droits des femmes de l'Assemblée nationale pour la mandature précédente. Cette question-là, elle vous interroge, quand vous entendez tout ça, ça vous évoque quelque chose? Alors, d'abord en introduction, peut-être deux choses. C'est-à-dire qu'avant même d'être députée, il y a très longtemps, j'étais même lycéenne, la question de l'autonomie économique des femmes est un sujet qui, pour moi, a toujours été marquant. Et la question de l'individualisation de l'impôt. Et pour tout vous dire, lorsque j'étais moi-même en couple, j'ai découvert, donc nous avions un impôt conjugalisé. Ça a été une grande découverte, incompréhensible. Et donc l'individualisation de l'impôt, pour moi, est la base de la base de la base des droits des femmes sur le plan économique. Et je serais bien prétentieuse à l'idée de dire que c'est une découverte pour vous-même ou pour moi, puisque des pays, évidemment, c'est souvent les pays du Nord, et je pense notamment à la Suède, qui évidemment a été un des premiers pays à avoir agi notamment pour l'autonomie économique des femmes, à travers le congé parental, notamment le droit opposable à la garde, et l'individualisation de l'impôt. Et on voit bien que l'autonomie économique des femmes repose en premier lieu sur l'individualisation de l'impôt. Ensuite, il y a une autre personnalité que, évidemment, tout le monde connaît ici, qui était la juge Ginsburg, qui nous conduit d'ailleurs à ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, qui est donc décédée, et qui rappelait régulièrement que la juge à la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, qui a malheureusement, en décédant, a laissé sa place à une autre femme beaucoup plus réactionnaire pour le coup. Et qui rappelait de manière régulière, y compris dans les arrêts qu'elle rendait, que l'argent des femmes n'était pas un argent d'appoint, n'était pas un argent secondaire et ne pouvait pas être un argent de poche. Or, la réalité, c'est que vous l'aviez très bien démontré, et merci vraiment pour cette étude et pour l'engagement d'ailleurs de la Fondation des femmes sur ces sujets, que quand bien même une femme d'ailleurs gagnerait 2, 3, 5 fois moins que son conjoint, son revenu n'est pas secondaire, ne peut l'être, n'est pas un revenu d'appoint, un argent de poche pour elle-même, mais est un revenu à part entière, doit avoir le même statut, quel que soit le montant de ce revenu, que son conjoint. Donc c'est vrai que l'individualisation de l'impôt, c'est une problématique pour les femmes. D'ailleurs, rappelons que c'est une problématique également pour notre économie, pour notre emploi, parce que c'est également un frein. Ça a été démontré par le FMI, c'est un frein à l'accès aux femmes à l'emploi, quelles que soient les régions du monde d'ailleurs sur ce point. L'autre point, c'est que donc moi, en travaillant, j'ai travaillé notamment sur la question de l'autonomie, en tout cas des droits économiques des femmes. En fait, c'est ce qui me préoccupe moi aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que on a conquis un certain nombre de droits politiques, nous avons conquis un certain nombre de droits sexuels et reproductifs, par exemple, mais qu'en termes de droits économiques, il reste encore un long chemin à parcourir, et notamment sur le plan fiscal, sur le plan également successoral. Vous faisiez référence notamment au genre du capital, évidemment, des ouvrages comme cela nous le montrent. Et sur le droit fiscal, moi-même, donc en tant que députée, parce qu'en tant que députée on travaille à l'Assemblée nationale, on a également un travail de terrain, et donc pendant 5 ans, j'ai également été confrontée à des situations particulières qui sont... je ne suis pas travailleuse sociale, mais parfois on fait un travail qui peut être... En tout cas, heureusement d'ailleurs qu'il y a des travailleurs sociaux avec lesquels on peut travailler. Et donc j'ai découvert un certain nombre de sujets, et en particulier en effet la solidarité fiscale, donc je peux peut-être vous en dire un mot.
parce que j'ai réussi à gagner quelque chose l'année dernière, mais il reste encore un chemin à parcourir, parce que ça fait partie des sujets qu'on évoquait tout à l'heure avec cette femme qui était solidaire sur le plan fiscal, et ça fait partie des sujets qui me sont, sur lesquels moi je travaille vraiment avec acharnement. Et donc, je vous donne un exemple. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une solidarité fiscale entre couples, y compris après le divorce. C'est-à-dire que s'il y a une dette professionnelle de monsieur qui a été contractée, imaginons qu'il y a un contrôle fiscal donc qui peut avoir lieu dans les 3 ans après le divorce. Comme dans l'exemple de Nadia ? Comme dans l'exemple de Nadia, je ne sais pas si cette dette était contractée à l'issue d'un contrôle fiscal, mais en tout cas, le contrôle fiscal peut avoir lieu 3 ans après le divorce. Il y a une dette professionnelle, en l'occurrence, souvent ce sont des dettes professionnelles contractées par monsieur. Monsieur part dans la nature et donc les services fiscaux, évidemment, veulent recouvrir la dette et font appel à madame il y a 2 cas de figure. Premier cas de figure, madame, en fait, on va étudier 3 points. D'abord, on va étudier si elle est toujours en couple ou non. Donc on se dit que quand ils sont séparés, déjà, c'est un bon point, on va y arriver. Mais non, parce qu'après, on regarde s'il y a... si madame n'a pas eu d'irrégularité sur le plan fiscal au moment où on étudie son dossier, donc je reviens au cas qu'on étudiait tout à l'heure. Et le 3e point, évidemment c'est toujours là ça fâche, il faut qu'il y ait une disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, j'allais dire matrimoniale, et patrimoniale. Et c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, donc j'ai réussi un peu à gagner quelque chose, la situation financière était étudiée sur 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on regardait si l'amortissement de la dette pouvait être amorti sur 10 ans. Et donc, imaginons que madame devait 80 000 €, on l'étalait sur 10 ans, 80 000 €, 8 000 € par an, etc. Et si madame gagnait 4 000 € ou 3 000 €, par exemple, elle pouvait être solidaire sur le plan financier. Donc moi, j'ai réussi à la réduire sur 3 ans. Ce qui fait que normalement, la situation financière aujourd'hui est rarement ne peut pas être utilisée par l'administration fiscale, mais il reste le patrimoine. Donc pour les femmes qui ont un patrimoine, eh bien, la solidarité fiscale peut encore être... Donc on voit, en fait, c'est des petits détails qui sont dans le détail, mais on voit bien qu'en fait, la construction de notre droit fiscal est toujours, effectivement, vous le disiez, marquée par du patriarcat, mais pas seulement, par également la volonté de la part des services de l'État, et on peut les comprendre, c'est leur logique à eux, mais sauf qu'elle ne va pas dans l'intérêt des femmes à recourir des dettes ou en tout cas à agir sur ce point. Donc, moi, je me demandais quand même, parce qu'en plus de ça, donc ça c'est vos travaux et je vous félicite, mais ce qu'on avait vu aussi, c'est que l'allocation adulte handicapé, dont on parlait au tout début de la conférence, ce qui donc a été déconjugalisé, pour réussir à la faire déconjugaliser, il y a eu une mobilisation très importante, alors d'abord de la part d'associations de femmes handicapées, mais aussi soutenue par beaucoup de personnes, avec des pétitions qui avaient vraiment beaucoup de signataires, toute une mobilisation, et ça n'avait pas été facile. Alors moi je me demande, mais quelles sont ces réticences ? Pourquoi il y a ces réticences ? En fait, pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le rapport des Lucille et Lucille ? On en fait une loi, et on dit ça, on arrête. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Alors, 2 choses. Alors, la loi, enfin, je sais pas, c'est pas la loi, hein, mais alors, il y a certaines choses qui vont être cochées dans le rapport de Lucille et Lucille, parce que la proposition de loi est là, d'ailleurs, je l'ai envoyée hier soir. Alors, je ne peux pas vous la présenter parce que je l'ai envoyée hier soir au service de recevabilité de l'Assemblée. Ah, c'est vrai, vous avez déposé une proposition hier soir sur ce Alors, pas sujet. Ça fait 3 mois que moi je travaille. Alors, il se trouve que ça fait 3 mois. Mais oui, on va dire que Lucille et Lucille sont à l'origine de l'article 1er, mais c'est vrai que ça fait 3 mois que je travaille sur le sujet, que j'ai déposé des questions écrites. Vous retrouverez d'ailleurs les réponses de l'administration fiscale qui vous séduiront. Mais effectivement, le par défaut du taux individualisé fait partie de la proposition de loi que j'ai rédigée. Et ça, il faut une loi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut juste décocher le bouton. Ah si, enfin on pourrait, mais non. En fait, aujourd'hui, effectivement, il n'est pas par défaut, et il faut qu'il le soit.
Et si vous voulez voir la réponse des services de l'État, allez sur le site de l'Assemblée nationale, vous serez ravis de voir la réponse. Mais je ne lâche pas l'affaire. Alors, pour revenir sur la hache et sur la conjugalisation des aides sociales. Alors, il se trouve que je pense que je suis, en tout cas, on est 5, je crois, députés de la majorité à avoir vraiment porté l'individualisation de la hache. Quand moi j'étais présidente de la délégation droits des femmes, on a notamment volontairement auditionné au moins 2 fois Sophie Cluzel sur le sujet. On a plaidé pour Sophie Cluzel, qui était l'ancienne ministre en charge des personnes en situation de handicap. Et alors pourquoi ? Parce que, et pour en avoir parlé avec de nombreux députés d'ailleurs, de groupes aussi différents, il y a effectivement cette idée que l'État pallie le manque de solidarité à l'intérieur du couple. Et qu'il y a d'abord une solidarité conjugale ou familiale. Et faute de cette solidarité-là, eh bien, l'État doit pallier le fait qu'il n'y ait pas cette solidarité. Et donc moi-même, j'avais questionné nos amis suédois sur le sujet, où effectivement, la vision est totalement différente. Il y a vraiment une individualisation forte de l'aide sociale en Suède, où en fait, il y a une relation entre l'individu et l'État directement, et quelle que soit la situation familiale ou conjugale, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc oui, il faut qu'on avance. Alors là, pour le coup, ce ne sera pas dans la proposition de loi, parce que c'est une proposition de loi, donc il y a 6 éléments. L'idée, c'était que je voulais, c'est qu'on ne me dise pas, c'est impossible, tu veux marcher sur la Lune. Donc que ce soit assez simple à mettre en place. Des petits pas. Voilà, des petits pas. Donc c'est 6 petits pas. Mais je trouve que le taux individualisé, ce serait quand même déjà pas si mal. Ah bah, ce serait génial déjà. Mais, et puis là, il y a aussi ma solidarité fiscale sur le patrimoine. Mais il faut qu'on avance sur le sujet. Quand cette proposition? Alors d'abord, il faut qu'elle passe la recevabilité. C'est pour ça que je ne peux pas vous la montrer. Donc dans 15 jours, il y a une réunion. Et puis ensuite, il faut qu'effectivement, elle soit mise à l'ordre du jour. Ça, merci bravo pour tout ce que vous faites, parce que voilà, on va vous vous aider tout le monde. Okay. Voilà. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre Rixin. Merci beaucoup, Anna Matteoli. On va peut-être vous demander de revenir, toutes, si vous avez des questions, comme ça on peut répondre ensemble aux questions. Non, mais bougez pas, mais je ne sais pas comment on va le faire, mais du coup, pour que Nadia, Lucille, vous puissiez aussi répondre un peu aux questions qui peuvent être posées et compléter un peu les choses ensemble. Photo de classe. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Bonsoir. Moi, j'avais juste une question technique sur ce que vous venez de soulever sur la solidarité patrimoniale et fiscale en général. Est-ce que c'est le cas indépendamment du type de contrat de mariage? Oui, absolument. Oui, ça ne rentre pas en ligne de compte. Quoi? Oui, comme tu veux. Alors, je vais me poser la question et je vais y répondre. Donc, mais c'est quoi par rapport... Non. Alors, j'essaie de faire le lien, mais si vous voulez, peut-être le lien, il se fera petit à petit. Mais je me suis dit, en réfléchissant à ce qui allait se discuter ce soir, je me suis dit, il y avait un exemple quand même très marquant des stéréotypes qui s'appliquent dans notre société, le fait aussi que le travail des femmes profite à la société sans qu'elles aient de rétribution. Et donc, c'est les assistantes maternelles. Donc, les assistantes maternelles, et ça serait bien d'avoir quelque chose qui vienne changer les choses. Donc, normalement, ce sont des salariés. Et donc, le SMIC devrait s'appliquer. Pour tous les salariés, le SMIC s'applique. Il y a juste pour les personnes en formation et les mineurs, mais ça change au fur et à mesure parce que quand ils deviennent majeurs et quand ils ne sont plus en formation, ils ont le SMIC. Les seules personnes pour qui ça ne bouge pas, c'est les assistantes maternelles avec une rémunération qui ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d'accueil. En gros, pour avoir un SMIC, il faut qu'elles aient à peu près 3,33 enfants, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait trouver le 0,30. Bon, j'arrête. Pourtant, le SMIC, quand on regarde dans le Code du travail, ça a deux objectifs.
Ça doit assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat. Et on nous dit, c'est dans le Code du travail, une participation au développement économique de la nation. Voilà. Donc on considère, à contrario, qu'on n'a pas besoin pour une assistante maternelle qu'elle ait une garantie de son pouvoir d'achat et qu'on considère qu'elle ne participe pas au développement économique de la nation. Alors, si on augmentait le taux minimum pour les assistantes maternelles, donc pour arriver au SMIC, soit le montant est supporté par les parents qui vont payer l'assistante maternelle, soit par l'État, par le biais d'une augmentation de l'aide qui est versée aux parents. Mais en fait, aujourd'hui, en 2023, on s'est dit, pas les parents, il y aurait trop de je ne sais pas quoi. Et puis on s'est dit, bon, l'État non plus. Alors qui va supporter ce coût ? Eh bien, ce sont les assistantes maternelles, puisqu'on considère qu'elles peuvent travailler pour moins que le SMIC. Et évidemment, ça fait quand même lien avec le sujet de ce soir, puisque 99% des assistantes maternelles sont des femmes. Et là, ça reprend les idées du fait que le travail des hommes, c'est un travail qui est défini en fonction de deux critères, la valeur de son travail, mais aussi les besoins de sa famille. Pour les femmes, c'est un salaire d'appoint qui va en parallèle avec la dévalorisation du travail des femmes, parce qu'en général, pour les emplois à prédominance féminine, les compétences sont innées. Donc je trouve que ça serait super qu'en proposition de loi, on puisse dire qu'en 2023, il est inacceptable, antiféministe, que les femmes, puisque 99% des assistantes maternelles sont des femmes, travaillent pour moins que le SMIC. Donc ça, c'est aussi... Bon, il y avait un lien quand même avec un petit peu la thématique. Et alors, je vais reboucler. Parce que il y a les asthmates. Et je vous donne un autre exemple, parce que le rapport montre très bien également la force des stéréotypes dans finalement ces rémunérations qui ne sont pas égalitaires et qui sont totalement injustes. Alors, je vous donne un exemple. Au mois de mai, j'ai été sollicitée sur ma circonscription, le groupe des auxiliaires, des infirmières, oui, le lapsus, les infirmières puéricultrices, puéricultrices réanimatrices, c'est-à-dire qu'elles sont réanimatrices, comme les infirmières réanimateurs, mais qui sont en service d'anesthésie, et qui intervenaient sur donc le service puériculture, réa, péri-réa pour les tout petits bébés. Donc, je caricature, mais en fait, c'est la réalité. Leurs vêtements, ce sont des blouses roses et violettes. Je donne ce point parce que pour moi, c'était la clé du problème. Et le deuxième problème, c'était quoi ? C'est que leurs patients, ce n'étaient pas des adultes ou des individus qui avaient plus de 18 ans, mais c'était des tout petits nourrissons nés prématurés. Et donc, elles m'ont sollicité en me disant, mais écoutez, on ne comprend pas, nos collègues réanimateurs ont eu les 180 € du Ségur, l'augmentation par mois, et nous, non. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, je leur dis, attendez, on va essayer de cocher les cas. Donc, vous êtes réanimatrice comme les autres, vous êtes infirmière, vous avez vous-même payé votre formation pour pouvoir être réanimatrice. Vous passez votre temps à réanimer des individus. Vous étiez vous-même présent pendant le Covid parce qu'il y avait des mamans qui étaient en réa, qui accouchaient. Enfin, nous en savons quelque chose toutes les deux. Et donc, on ne comprend pas pourquoi. Alors, en parlant avec elles, au bout d'un moment, je leur dis, en fait, moi, je crois comprendre où est le problème. C'est la blouse. C'est la blouse est rose, la blouse est violette, et de temps en temps, parce que vous avez des individus qui ne sont pas propres, vous changez parfois des couches. Et donc, on vous prend pour des nounous, alors que vous êtes réanimatrice. Et donc là, il a fallu, comme mon expression préférée, aller secouer le cocotier. Et finalement, elles ont eu leurs 180 €. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était fou. Et on m'a donné des explications rationnelles et parfaitement cohérentes, alors même qu'effectivement, je pense que le vrai sujet, et on en parle souvent, je sais que la Fondation des femmes en parle souvent, et là on était typiquement, j'avoue que avoir été sensibilisée par la Fondation des femmes m'a été utile, et je me suis dit, il n'y a pas d'autre raison objective que ça, et donc merci vraiment pour aussi votre rapport, qui met encore une fois aussi l'accent
sur ces stéréotypes. Et donc là, tout n'est pas forcément l'objet d'une proposition de loi, ce que vous disiez, Anne-Cécile. Là, sur les asthmates, je ne suis pas sûre qu'on soit dans l'objet, ça fasse l'objet d'une proposition de loi. Ça, tout simplement dans le cadre, je ne sais pas, PLFSS, PLF, j'en sais rien. Il y a un point de vue réglementaire. Mais il faut en parler, en fait. Il faut en parler, encore en parler. Parce qu'il y a des inégalités qui sont en effet empreintes de sexisme, parfois de patriarcat, et qui ne sont pas du tout justifiées. Là, une question. J'ai une petite question. En fait, en effet, l'autonomie financière, c'est très important pour pouvoir se sauver d'une violence conjugale. Donc, on arrive à se sauver, et puis ensuite, on refait sa vie. Et ensuite, on est attaqué pour une pension alimentaire. Et là est le conjoint. C'est-à-dire qu'on a beau avoir pu s'en sauver grâce à son autonomie, on redevient en fait un conjoint. Et donc, la balance fait qu'on se retrouve avec une pension alimentaire hallucinante parce qu'on vit avec quelqu'un. Et ça, je trouve ça assez hallucinant. Et il faudrait peut-être aussi que justement cette déconjugalisation pour la pension alimentaire soit amenée. Parce que, voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Est-ce que laquelle des Lucille connaît le sujet? Sur le calcul des pensions alimentaires, donc quelque chose... Enfin, on fait un focus sur les familles monoparentales dans le rapport, mais moi, quelque chose qui m'avait beaucoup choquée, c'était de voir qu'on pouvait faire réévaluer le montant d'une pension alimentaire en fonction de la situation conjugale de la personne. Et dans le sens inverse, à la limite, voilà, en fait, si celui qui verse la pension alimentaire se remet en couple, bon, je veux dire la mère, parce que dans 84% des cas, c'est la mère, qui a la charge des enfants, on peut dire, bon, il fait des économies d'échelle, il a plus de revenus disponibles pour notre ou nos enfants. Donc, je peux demander à faire réévaluer la pension pour plus d'argent pour l'enfant, ce qui, bon, a priori, sachant que pendant longtemps, là, le montant minimum de la pension alimentaire a été réévalué, mais pendant longtemps, c'était 170 € par enfant, par mois, en moyenne en France, donc c'est vraiment, enfin, c'est nul. Ouais, voilà. Ouais, bon, garde alternée. Voilà. Et à l'inverse, en fait, quand la personne qui a la garde se remet en couple, le parent qui verse la pension alimentaire peut demander à du coup moins verser. Donc en fait, ce qui n'est pas du tout la même logique, parce que là, ça lui dédouane. Voilà, en fait, parce que la personne qui a la charge des enfants fait des économies d'échelle, j'ai moins de responsabilité parentale, quoi. En fait, c'est. Enfin, surtout, c'est qu'il y a un nouveau papa, il y a comme un nouveau papa qui va contribuer financièrement à l'éducation des enfants. C'est complètement aberrant, alors que c'est pas le père des enfants et que ça met la mère à nouveau dans une situation de dépendance par rapport à son nouveau conjoint par rapport à l'éducation des enfants de son ancien couple, du coup. Mais peut-être que là, c'est une question de droit civil et donc c'est pas automatique comme pour les allocations. Et là, ça pose la question des stéréotypes qui s'appliquent aux juges d'affaires familiales, parce que je pense que là, c'est une procédure de droit civil. Et c'est ce qu'on constate effectivement dans les différents jugements. Il y a là cette possibilité de demander une modification de la pension alimentaire si élément nouveau. Et je pense que ça suit un petit peu ce qui est mis en place dans les allocations, mais ce n'est pas tout à fait le même mécanisme, il est moins automatique. Mais par contre, pour l'allocation de soutien familial, ça, c'est pas le... Là, si vous remettez en couple... oui, disons que c'est pas du droit... Enfin, bon, c'est peut-être pas... C'est des grilles, c'est-à-dire que le juge... mais il n'y est pas tenu. Il n'y est pas tenu. C'est un peu la... Oui, il n'y est pas tenu. Le juge, c'est indicatif en droit français, la grille qu'on voit partout et qu'on va voir de plus en plus, parce qu'avec l'intermédiation financière, effectivement, il va y avoir cette grille qui va prendre de plus en plus de poids, mais le juge d'affaires familiales, lui, n'est pas tenu par cette grille. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Je voulais savoir, du coup, à la fin de ce rapport, quelles sont vos recommandations. Donc, j'ai bien compris qu'il y avait la question de la déconjugalisation qui est nécessaire. Et donc, ça, c'est plutôt du côté du légal. Est-ce que, en tant qu'acteur de la société civile, il y a aussi des actions à mettre en œuvre qui vous semblent nécessaires? Typiquement, on parlait quand même beaucoup de un petit peu
presque, c'est pas du tout négatif, mais la naïveté des femmes qui se rendent pas compte qu'en fait les finances sont accaparées par le mari, ou alors qui se disent bah oui je vais décharger, c'est à moi de rester à la maison parce que voilà. Est-ce qu'il y a des choses à faire sur l'éducation financière des femmes? Enfin, quelles sont un peu vos recommandations? Voilà. Lucie, évidemment, je n'ai pas contribué au rapport, mais par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir, nous, depuis quelques années, au sein du Crédit municipal de Paris, notamment sur l'accompagnement budgétaire, c'est vraiment un sujet de croyance, de culture et d'histoire, évidemment, mais de comportement aussi. Donc c'est important. Et ces débats d'aujourd'hui aussi y contribuent. C'est de faire évoluer justement toutes ces croyances. Et de permettre aux femmes d'oser parler d'argent. Parce que, évidemment, les difficultés financières dans un couple, ça peut être lié à des violences, mais ce n'est pas forcément lié à des violences aussi. C'est simplement parce qu'on ne parle pas, quand on se met au couple, d'argent au départ, parce qu'il y a la dimension amoureuse qui est là et qui prend toute la place, et que progressivement, quand le quotidien arrive, et qu'il faut quand même parler un peu plus, de manière plus pragmatique, partager les dépenses, ce n'est pas toujours simple, et ce n'est pas évidemment toujours du 50-50. Parler d'argent, on n'ose pas trop, parce que ça peut-être venir aussi un peu éroder la dimension amoureuse, sexuelle, pourquoi pas. Et puis c'est honteux parce que historiquement, peut-être que dans ma famille, je n'ai jamais entendu parler, mes parents d'argent, donc je n'en parle pas aussi. Et peut-être aussi que le conjoint s'impose un peu en étant très confidentiel sur ce sujet-là, et donc la compagne n'en parle pas. Et inversement, je voudrais quand même partager des situations où à l'inverse, on a aussi, c'est pas le sujet de ce soir, mais on a aussi des hommes qui sont sous emprise des femmes. J'ai en coaching des accompagnements d'hommes qui sont sous l'emprise de la femme. C'est-à-dire que là, on est sur un sujet de incapacité de s'affirmer, incapacité à dire non. On s'est laissé enfermer dans le regard de l'autre et la peur du jugement, où on s'est laissé embarquer dans les comportements, les dépenses, pas forcément compulsives, mais les dépenses plutôt statutaires. Je dépense parce que j'ai besoin d'exister pour ma femme qui vient, elle, je pense à une situation, donc ce monsieur s'est mis en difficulté financière clairement, lui-même venait d'un milieu ouvrier. Ses parents, donc ouvriers, avaient des revenus modestes, et lui a fait des études qui lui ont permis d'être ingénieur et donc d'avoir une carrière professionnelle qui s'est développée avec une situation financière qui allait avec. Sa conjointe, elle, venait d'une famille bourgeoise avec un certain standing de vie, et donc il s'est évertué quand même pendant les premières années de son mariage à entretenir un certain train de vie parce qu'il y avait le regard de sa conjointe, parce qu'il y avait le regard aussi de sa famille. Il a décidé ensuite de se mettre à son compte. Et son entreprise individuelle, malheureusement, a rencontré des difficultés, a fini par faire banqueroute, mais il a commencé même à piocher dans l'entreprise pour continuer à accepter, enfin en tout cas à faire face aux dépenses que son épouse lui demandait de faire, notamment pour l'image, etc., le train de vie, le regard des autres, ne pas perdre la face. Et ça l'a profondément bouleversé puisque ça l'a amené à faire une dépression, à tomber dans l'alcool, la drogue, etc. Et puis évidemment, séparation. Donc ce que je voulais simplement dire ce soir, l'idée c'était pas de faire le procès évidemment des hommes, on n'est pas là, mais c'est de dire qu'il faut amener en fait un questionnement sur toutes ces croyances dans lesquelles on s'est tous laissés enfermer finalement, à des niveaux plus ou moins différents, et re-questionner notre propre histoire. Donc les femmes doivent aussi s'autoriser à gagner de l'argent, doivent s'autoriser à parler d'argent. Dans le milieu professionnel aussi, on a rencontré des femmes qui n'osent pas demander d'augmentation de salaire, des femmes qui n'osent pas demander une formation pour augmenter leurs compétences et donc évoluer professionnellement. Donc c'est une incapacité parfois à se donner de la valeur. Et ça aussi, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est de l'éducation qu'on peut recevoir dans la famille, mais c'est aussi l'éducation à l'école. Pourquoi ne pas parler d'argent à l'école et de mettre à égalité le garçon et la femme? Moi, pour mon histoire personnelle, enfin, quand j'ai travaillé très jeune après un BTS, et j'ai commencé comme assistante de direction. Déjà, ce positionnement me gênait un petit peu parce que les secrétaires, c'était toujours des femmes, et c'était toujours les femmes qui étaient en position de devoir toujours servir les hommes. Alors ça m'a un petit peu dérangée, puis je me suis dit non, je n'ai pas envie de rester sur ce statut-là. Évidemment, j'ai continué des études, et puis, mais en travaillant parallèlement. Mais malgré ça, je constatais toujours que j'avais une différence de revenus avec les hommes qui avaient des postes équivalents, et même en tant que
cadre, eh bien, on me disait, oui, mais madame, vous avez eu 3 enfants et donc vous avez payé vos congés maternité. Alors, c'était il y a quelques années, mais mes enfants maintenant sont grands. Frédéric, on est d'accord, ça n'arrive plus au Crédit municipal de Paris. Ça n'arrive plus. Merci. D'un retour de congé maternité, j'ai dû payer ce congé maternité. Il a fallu refaire ses preuves. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. En tout cas, ça n'est pas le cas au Crédit municipal de Paris. Mais voilà, tout ça, c'est une bataille encore qu'on doit faire. J'ai eu 3 enfants, un compagnon qui m'a aidé pendant 30 ans, qui est encore avec moi, mais voilà, il a aussi contribué. Je ne dis pas que j'ai de la chance, on a travaillé en commun. Mais il faut aussi que les femmes osent parler d'argent, osent s'affirmer au travail, osent s'affirmer aussi dans la famille, parce que des personnes aussi parfois se mettent en difficulté parce qu'elles ne savent pas dire non à leurs compagnons, elles ne savent pas dire non à leur famille, parce qu'elles ont parfois cette posture, ce sens du devoir exacerbé, où en tant que mère, en tant que femme nourricière, elles doivent assumer les besoins de tout le monde. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut déstabiliser, qu'il faut re-questionner. Peut-être pour compléter, Nadia, c'est vrai que l'expérience qu'on peut avoir également, c'est que peut-être que l'une des raisons pour lesquelles parfois certaines ne demandent pas, c'est qu'elles ont pu demander par le passé et qu'on leur a dit non. En fait, c'est pas si simple. C'est pas juste que les femmes n'osent pas, elles n'osent pas aussi parce qu'en fait, elles savent que ça va être difficile, elles savent que ça peut les mettre en position délicate dans une entreprise également, d'apparaître comme celle qui demande, qui quémande, qui cherche plus, qu'est-ce qu'elle veut, qui est vénale, etc. Et donc en fait, c'est pas si simple, c'est pas juste oser. C'est vrai qu'il faut le faire. C'est comme un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans le couple. Oui, il faut oser parler avec son conjoint et cocher la case. Mais toutes celles d'entre nous, et 75% de la population française qui gagnons moins que notre conjoint, nous savons que ce n'est pas des discussions faciles parce que justement, nous sommes celles qui gagnons moins. Et donc en fait, en vrai, c'est à eux d'avoir cette discussion avec nous et c'est à eux de nous proposer de décocher la case. Ce ne serait pas à nous, en vrai, si on était dans un système qui serait juste et égalitaire. Et c'est parce que ça repose sur nos épaules et c'est parce qu'on a les petits salaires que c'est difficile pour nous d'aborder ces sujets. Et c'est aussi en entreprise parce que ce n'est pas des femmes qui sont forcément toujours au poste à responsabilité. Et même, voilà. Et donc, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste oser. Évidemment, c'est le préalable. Mais en tout cas, je voudrais quand même recontextualiser pourquoi les femmes n'osent pas. C'est aussi que le système, il n'est pas sympa avec nous. Et que si le système était plus encourageant, évidemment qu'on oserait plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que là, c'est l'heure, on va clôturer sinon cette magnifique soirée. Il y avait une dernière question. Une dernière question? Ce sera pour les Merci. Lucille, alors. Non, je m'adresse à Nadia parce que j'ai été particulièrement émue par un exemple que vous avez cité d'une femme qui était victime de violences conjugales, qui était chez elle et qui avait des difficultés à rembourser le crédit immobilier parce que son mari... Alors c'est Dominique. Dominique n'avait pas été... Enfin, il n'y a pas eu de violence physique, mais la violence en soi, c'était le départ et l'abandon de son mari. Voilà. Qui a généré une violence économique de fait, qui a disparu de la circulation. Oui, effectivement. Des cas qui m'ont été remontés, il y a plusieurs cas de femmes victimes de violences conjugales qui restent quand même à leur domicile et qui se retrouvent dans des difficultés pour rembourser le crédit immobilier. On ne pourrait pas imaginer qu'en cas de violence conjugale avérée, la solidarité dans un crédit immobilier légalement soit... parce que c'est un vrai sujet. Et même dans les dettes, en fait. Moi, c'est ce que quand Nadia m'avait exposé. Ou dans les dettes. Parce que l'histoire aussi, l'autre histoire de cette dame qui, monsieur, qui doit 47 000 euros de dette, a été violent, elle divorce, et madame doit payer les 47 000 euros de dette de monsieur qui est retourné dans son pays. Ça, par exemple, moi, je pourrais aller dans votre sens complètement. Ce qu'il faudrait... On a une députée sous la main, là, on va l'inviter. Non, mais c'est vrai qu'en fait, en cas de violence dans le couple, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait partie des choses qu'il faudrait quand même réussir à faire, qu'en fait, il n'y ait plus du tout de solidarité. Tout à fait, en cas de violence. Et je travaille dans la banque pour BNP Paribas, et donc, on se retrouve parfois dans des situations qui sont dramatiques, et on ne peut pas... Là, il faudrait une loi parce qu'on peut pas, il peut pas y avoir des cas isolés d'une banque à une autre. Enfin, là, c'est un sujet... pour une loi, tout simplement. Voilà. Alors, je voudrais répondre avec deux éléments. Le premier, c'est que donc, dans la loi du 24 décembre 2021, on a fait adopter 2 choses. Donc, une proposition qui a été d'ailleurs une proposition de la Banque de France que je remercie, qui était de dire, en fait, on va ouvrir un droit au compte pour les femmes victimes de violences conjugales
de manière à ce qu'elles puissent avoir leurs propres revenus et donc pour pouvoir partir, et donc par exemple que leur prestation sociale individuelle leur soit versée. Ensuite, on a fait en sorte, parce que c'est fou, que le revenu d'un individu soit versé sur un compte qui lui appartient ou dont il ou elle co-titulaire. C'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir de captation de revenus de la part d'un mari violent ou pas, mais déjà la captation de revenus pour moi c'est une forme de violence. Et donc pour en revenir à ce que vous disiez par rapport au crédit immobilier, c'est un sujet honnêtement sur lequel moi je travaille depuis 2017. Je n'arrive pas à trouver de solution. Si vous en avez, je suis preneuse. Parce que oui, dans le cadre de violence, mais quand bien même, parfois, il y a des situations où, par exemple, madame veut se séparer, monsieur ne veut pas. Donc il n'y a pas de violence conjugale à proprement parler, y compris psychologique, on va dire avérée. Mais monsieur ne veut pas, monsieur veut rester avec madame, etc. Et va utiliser en fait le crédit immobilier comme une sorte de chantage en disant tu ne pourras pas partir parce que tu ne peux pas louer ou aller dans un autre logement et payer en même temps ton crédit immobilier. Donc en fait, il faudrait j'en avais parlé beaucoup avec les notaires. Donc encore une fois, s'il y a des solutions, moi je suis preneuse. Après, pour l'instant, on n'en trouve pas. De manière à ce que, en fait, à partir du moment, qui est la vente, qui n'est pas une vente automatique du bien, mais qu'on puisse, quand l'un des deux décide de vendre l'appartement, il n'y ait pas d'obstruction à la vente du bien immobilier, quoi. Voilà. On va peut-être clôturer là, ouais, c'est bon. Est-ce que Jeanne ou Frédéric, vous voulez dire un petit mot de au revoir? Merci. Ouais. Jeanne Mougel, donc, qui est directrice de la communication du Crédit municipal de Paris, et grâce à qui cet observatoire existe. Merci. Merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été si nombreuses ce soir. Ça a été passionnant tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été écrit dans la note, tout ce qui s'est dit. Ça nous encourage à continuer. Moi, ça me rend très fière d'avoir effectivement porté, évidemment que je ne suis pas la seule et que on a été très... ça a été de la co-construction. Et voilà, et je remercie à nouveau les deux Lucille et toutes les personnes qui sont intervenues ce soir. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.